Bon, parfait. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je pense qu'ils ont quand même accepté un grand nombre de risques, car je ne connais absolument rien au sujet de votre communauté, mais je vais essayer de faire mon mieux en passant en revue à quelques sujets qui apparaissent dans les titres de ma présentation autour de tout ce qui est l'ingénierie qui est informée par la donnée, on va dire frugale, et bien entendu par quelque chose que je vais introduire qui s'appelle l'ingénierie hybride ou le paradigme hybride. Donc tout ça s'est motivé par le fait d'avoir passé, on va dire d'un passé qui était très aligné avec la conception, l'ingénierie était associée au produit, comme on peut voir ici dans la diapo à gauche, dans laquelle je voulais construire un concept, un design, et donc je me posais la question de quel était le bon modèle qu'il fallait utiliser, ce que j'appelle le modèle nominal, parce qu'on croyait qu'il représentait bien la réalité. L'y associé des chargements, quand je dis chargement, ce n'est pas seulement mécanique, tous les chargements, c'est les actions qu'on va appliquer sur un système, que finalement on l'appelle aussi nominal, parce que c'est ça qu'on croyait que le système allait voir tout le long de sa vie. On avait quelques données, les données, ce qui servait à calibrer les modèles, à calculer tous les paramètres associés au modèle physique. Et avec ça, on calculait des performances, que c'est ce qui intéressait un ingénieur, et si les performances étaient bien, écoute, on passait à la production et l'ingénieur s'est retiré et on passait à une autre chose. Donc l'ingénierie était pour la conception d'un produit, l'objectif était les produits. Les choses ont changé et on est plutôt du oui, ce qu'il y a à droite. On dit que quand quelqu'un on l'envoie le dimanche à Castorama à acheter une perceuse pour mettre un cadre dans les murs du salon, finalement, il n'est pas tellement intéressé à la perceuse, ce qu'il vient acheter, c'est un trou de bonne qualité. Donc oui, on dit qu'on est beaucoup plus impliqué par les performances elles-mêmes que par les produits. Je dirais à la limite, on s'en fiche du produit, de la perceuse, de la couleur. On s'en fiche, entre guillemets, d'un moteur d'avion. Ce qui nous intéresse, c'est une quantité d'air de vol et dans de bonnes conditions. Donc tout ça a changé. Quand tout ça a changé, l'ingénierie, il nous pousse à aller vers des domaines qui étaient moins confortables. Moins confortables parce qu'il faut s'attaquer au vrai système et pas une modélisation du système. Il faut travailler avec la vraie histoire et pas avec quelque chose de nominal qu'on avait imaginé représenter la réalité. Et ce qui est encore plus difficile, à partir de tout ça, il faut prédire le futur, parce que l'ingénierie, comme on va le voir, et ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'objet, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer pendant la vie d'un produit. Et donc tout ça a changé, on est venu de la gauche vers la droite, et la droite est difficile. Et elle est difficile, comme je vais montrer ici, parce qu'on va dire dans le passé, on avait les produits, et là c'était la fin de l'ingénierie, aujourd'hui, comme vous voyez en noir à gauche, le système devient de plus en plus complexe, de plus en plus large et de plus en plus incertain. C'est le système des systèmes. On ne peut pas seulement concevoir, ça c'est un peu du passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement qu'aujourd'hui il faut faire d'autres choses qui n'étaient pas les choses habituelles du passé. Il faut même apprendre à partir du fonctionnement d'un système, il faut les surveiller et il faut anticiper. Et je dirais tout ça pour faire les trois choses qui apparaissent en vert. Je dirais que les vertes, c'est le contrat de confiance de l'ingénieur. Diagnostiquer, ça veut dire quelque chose se passe. Pronostiquer, c'est savoir qu'est-ce qui va arriver dans le temps et prendre la décision qui va bien. Et tout ça, je dirais, c'est pas sorcier. Pour faire tout ça, l'ingénierie du futur, l'ingénierie du présent, et peut-être aussi celle du passé pour certains, il faut faire vite et bien. Et ça, c'est les deux mots sur lesquels je vais centrer ma présentation aujourd'hui. Ça sera vite, bien. Et peut-être dans le futur, il faudrait ajouter un troisième mot en bleu. Et si possible, bon marché. Bon marché à tous les niveaux. Bon marché à niveau de données, on va les voir, et à niveau de tous les moyens qu'il faut déployer. Parce que pour faire bien et vite, il suffirait de prendre les plus gros ordinateurs du monde, de s'en ficher des bilans carbone et de faire tourner les simulations. Je dirais aujourd'hui, on va démocratiser l'utilisation de l'énergie et on a tout l'intérêt à faire vite, bien et bon marché. Et je ne l'ai pas mis en bleu, mais la prochaine conférence que je ferai, il y aura les bons marchés en bleu. J'avais ajouté résilient à l'époque du Covid, mais je n'avais pas ajouté les mots bon marché à côté. Donc pour tout ça, je vais me baser dans quelque chose que je vais essayer de vous convaincre, c'est le paradigme hybride. Et pour ça, je vais me baser dans quelque chose que j'appelle l'équation fondamentale.
Qu'est-ce que c'est l'équation fondamentale? L'équation fondamentale, c'est la réalité, c'est ce que vous connaissez plus ce que vous ignorez. Et en plus, je l'ai fait en additive. Et on peut bien comprendre que si vous sommez à ce que vous connaissez, ce que vous ignorez, je dirais à la limite, on va approcher la réalité physique elle-même. La connaissance, ce que vous connaissez, je dirais il ne faut pas la reconstruire. Ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle, l'apprentissage est là que maintenant, il va falloir redécouvrir la conservation de l'énergie ou la production de l'entropie. Ça serait ridicule. C'est déjà bien établi. Et je dirais, tout ça, profitons de la physique et toutes les connaissances qui existent. Et ce n'est pas parce que maintenant il y a des choses à la mode qu'il faut revenir sur les choses qu'on avait appris. Par contre, l'ignorance. L'ignorance, c'est la partie de la réalité que nos modèles ils sont mal à apprendre. Pourquoi? Parce que, écoute, la réalité, c'est la réalité, les modèles, c'est les modèles. Et quand vous voyez la prédiction météo, on sait que parfois, il y a une petite différence entre ce qu'on prédit et ce qu'on observe. Et quand c'est le cas, étant donné que toute la physique, on l'a utilisée déjà dans la partie qu'on connaît, je dirais pour la partie ignorance, écoute, peut-être, il faudrait utiliser la donnée, faire un peu d'intelligence artificielle. Donc je dirais, voilà, on a ces décomposants et on a tout l'intérêt à faire tous les deux très très vite. Et ça c'est important, ce que vous voyez tout en bas. Je voudrais faire la physique et prédire tout ce qui vient de la physique. Et je voudrais le faire en temps réel. En temps réel, ça veut dire instantanément, au moins avec le temps qui est compatible avec le système que vous travaillez. Et quand je parle de data-driven pour modéliser l'ignorance, je voudrais le faire aussi très très vite, parce que si je ne le fais pas très vite, je ne pourrais pas aller à côté de la réalité. Et pour le faire très très vite, je vais avoir besoin de le faire avec peu de données, et ça tombe bien, parce que les données sont très chères, et surtout parce qu'il n'y en a pas beaucoup le temps pour essayer de travailler avec beaucoup de données. Donc, je vais me baser dans quelque chose qu'on va appeler un apprentissage frugal, dans la mesure du possible. Et quand je mettrai les deux ensemble, je dis, il y a un outil qui va vite, qui fait bien, parce que je modélise tout ce que je connais et un peu de ce que j'ignore. Je ne suis pas loin de la réalité, je peux aller très vite, et maintenant l'ingénierie peut commencer pour essayer de diagnostiquer et de pronostiquer en temps réel. Les deux paradigmes que je vais mettre quelques ingrédients avant de passer à quelques, on va dire, applications plus ou moins spectaculaires. Vous voyez les passés mes traits honorables et sur lesquels je travaille tous les jours et je suis très attaché à gauche. C'est un de mes protagonistes. La physique traditionnelle, c'est un des protagonistes dans lequel on a des données d'entrée, les chargements que vous appliquez en système, chargements encore une fois dans un sens général. Vous avez un modèle qui va transformer entrée en sortie, et ce modèle vient de la physique et des siècles de gens hyper brillants qui l'ont construit. Ce modèle, on ne peut pas le résoudre à la main en général, donc il nous faut des ordinateurs, ce que j'appelle ici computation. Et pour ça, on se base avec des technologies plus ou moins évoluées des maths appliquées, et c'est les maths. Et avec tout ça, avec un peu d'échange, je vais obtenir, on va dire, une solution, ce que j'appelle l'output, et je vais essayer simplement de faire tout ça. Je ne renonce à rien, je ne vais pas simplifier les modèles, je vais simplement voir si tout ça, je pourrais le faire très très vite. C'est tout ce qui m'intéresse. Une fois que j'aurai fait ça, et certainement, entre ces modèles que peut-être il est un peu inexact et la réalité, il y aura un gap, et ce que je vais faire, c'est passer à la partie droite, ce que j'appelle data-driven, dans lequel il y a des données d'entrée, ah oui, et des données aussi de sortie. Je connais les actions que j'ai appliquées dans mon système et je connais l'écart qu'il existe entre la réalité et mes prédictions. Ce que vous voyez, input and output data, maintenant c'est les entrées dans quelque chose qui va construire un modèle, et ce qui va construire un modèle, c'est un algorithme d'apprentissage, de machine learning, qui doit travailler, mais surtout dans des conditions, dans l'input et dans l'output, il y aura très peu de données, et il va falloir faire un modèle sur lequel on a de la confiance pour être capable de construire ces paradigmes hybrides, quelque chose que j'appellerai l'hybrid twin un peu plus tard, et j'utilise bien non digital twin, mais hybride, pour bien mettre l'accent sur cette alliance entre le monde du passé et le monde du présent. Je commence par la première partie. Est-ce qu'on peut faire vite des calculs basés sur la physique? Je dirais qu'il y a des possibilités où vous achetez des ordinateurs de plus en plus puissants. Ça, ce n'est pas ma démarche. On pourrait le faire. Ce n'est pas ma démarche parce qu'on voudrait quand même être capable de déployer ça
dans beaucoup d'agents. On veut les déployer, on veut les démocratiser. Et si je me base seulement pour aller vite, utiliser les plus gros ordinateurs, je pense qu'on va être bientôt très bloqué. Donc nous, on était beaucoup plus partis à accélérer les calculs avec des technologies de réduction des modèles, qui était quelque chose un peu visionnaire il y a une quinzaine d'années, mais aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose qui est mature, qui est implémentable et qui existe déjà même dans des logiciels industriels. Donc je vais vous parler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est la réduction des modèles appliquée sur les modèles qui viennent de la physique, simplement pour essayer de faire de la physique, mais en temps réel. Si je viens là, j'aime bien mettre cette slide qui clarifie relativement bien qu'est-ce que c'est la réduction modèle. C'est une image, certains d'entre vous, peut-être il l'a vu dans d'autres présentations que j'ai faites. Je dirais que ça, c'est un bâtiment relativement connu pour les Parisiens, et c'est le Panthéon. Je vous laisse un peu de temps pour que vous regardiez bien la photo, parce que je vais poser une question juste après. Donc c'est pour ça que je parle un tout petit trop autour de cette slide, pour vous laisser le temps de regarder le Panthéon, le magnifique Panthéon, que je suis sûr qu'au moins les Parisiens, quand l'on vit l'image, ils se sont dit ça c'est le Panthéon, il n'y a aucun doute. Et je voudrais vous dire qu'est-ce que c'est la réduction des modèles. Et pour l'expliquer, en général, j'utilise cette phrase. Je vous avais montré le Panthéon. Et si je vous dis combien de colonnes il y a dans la façade du Panthéon, je ne vais pas faire le test ici, mais je l'ai fait plusieurs fois. Les gens sont tentés à me dire 6, me dire 7, me dire 10, et parfois quelquefois 12. Mais je dirais que c'est l'ordre de grandeur des réponses que j'obtiens quand je montre le Panthéon aux des gens qui les connaissent par cœur, qui font même la vie pas loin de là, et qu'ils pensent qu'il y a 16 ou 7 colonnes. Je dirais, vous savez le résultat, il y a 22. Le prochain voyage, passage à Paris, passez les compter. C'est incroyable, hein? On aurait dit qu'il y avait moins. Il y a 22, et malgré tout, on connaît bien les panthéons. Ça veut dire quoi? Que la réduction des modèles, c'est prendre de la solution, prendre des phénomènes physiques, les fondamentaux, et on va dire, on va laisser les détails. On va laisser les détails, parce que vous vous reconnaissez vous-même, mais je suis sûr que vous n'avez jamais compté combien de cheveux vous savez. Et quand vous vous voyez dans les miroirs, et vous connaissez bien, vous et vos collègues, et je dirais que les détails de combien de cheveux on a, je dirais, écoute, ça c'est un détail, mais l'apprentissage, la modélisation, l'ingénierie, en général, on peut s'attaquer à des échelles qui sont un peu plus représentatives du phénomène qui nous intéresse, et là, et c'est sur cette base que s'appelle la réduction modèle. Je ne vais pas changer les modèles, mais je vais essayer d'extraire les modèles seulement la quantité d'informations qui m'intéresse pour faire l'ingénierie. Bien entendu, la réponse que je viens de vous donner, c'est à moitié exacte. Pour un touriste, le fait de reconnaître les panthéons, ça suffit, et c'est indépendant de combien de colonnes. Par contre, ce qui fait la maintenance des colonnes, s'il se trompe dans le devis, il va avoir des difficultés. Donc attention, la réduction des modèles, c'est toujours par rapport à quoi? Il n'existe pas un modèle réduit, il existe un modèle réduit par rapport à une finalité. Par rapport à une finalité, on peut se contenter des modes fondamentaux, quelque chose qu'on appelait déjà principal component analysis dans le passé pour la réduction linéaire, et on peut négliger tout ce qui est d'extrêmement haute fréquence, mais que quand même, il contribue très peu dans une certaine norme à l'énergie, dans un certain sens du système. Et donc, pour faire ça, il y a plein de possibilités de le faire. Il y a des possibilités aujourd'hui de faire de belles régressions avec très peu de données. Je vais l'illustrer ici et je vais passer directement au résultat. Je vous mets un petit cas dans lequel il y a un modèle paramétrique qui est défini dans les petits carrés, où il y a des paramètres mu et eta. Et vous avez seulement 3 capteurs. Vous avez un capteur qui est capable de mesurer la solution quand les conditions c'est mu1 eta 1, et la solution que vous mesurez s'appelle U1. Vous avez un autre qui est capable de vous donner pour les conditions, les paramètres mu2 eta 2, la solution U2. Et il y a un troisième qui vous dit que pour les conditions, les paramètres mu3 eta 3, vous avez une solution U3. Et maintenant, comme dans toutes les méthodes de métamodélisation, vous voulez calculer la U, n'est pas pour ça 3 conditions, parce que là, vous connaissez déjà la solution, sinon pour n'importe quelle autre, on va dire, mu et eta. Et si vous venez ici, la première équation dit
que comme on a en général seulement 3 données, vous pensez que la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire une régression linéaire. Pourquoi? Parce qu'avec une régression linéaire, vous dites que la U sera A, un coefficient, plus B, mu, plus C, eta. Et vous êtes bien content parce qu'il y a 3 inconnus, A, B, C, et vous avez 3 données, U1, U2 et U3. 3 équations, 3 inconnus, vous calculez la A, la B, la C, vous avez un modèle que dans ce cas, il n'est pas formidable parce que c'est une régression linéaire et il marchera bien si le modèle vraiment est linéaire. Mais s'il n'est pas linéaire, il va passer à côté de la route, de la plaque. Et donc, pour faire ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux faire mieux que linéaire quand il y a seulement 3 données? La réponse est oui, pourquoi pas. Approximons la solution d'un inverse polynomial plus riche, ce qui apparaît ici dans la deuxième équation, dans laquelle je me donne une base beaucoup plus riche avec tous les termes quadratiques. Et vous allez me dire maintenant, oui, mais si avec ça, on écrit que la solution maintenant, elle est écrite comme une combinaison linéaire de ces 9 fonctions, il y aurait 9 coefficients à calculer. Et s'il y a 9 inconnus, mais il y a seulement 3 données, tout le monde sait, depuis qu'on était à la petite école, qu'on a une infinité de solutions. Et donc, il faut essayer de limiter de cette infinité et essayer de prendre de l'infinité une qui soit la plus frugale, la plus bon marché. Et donc, ce qu'on fait, c'est construire une régression qui essaye de passer par les 3 données qu'il y a, et ça, on le fait bien par moins carré, c'est pour ça que j'utilise une norme 2. Mais après, j'aimerais bien lui dire, écoute, ne me prends pas un peu de tous, essaye de minimiser le nombre de fonctions qu'on va prendre. Et donc, si tu peux faire l'affaire avec une fonction, prends-la. Si tu peux le faire avec deux, prends-la. Mais n'essaye de prendre toutes les fonctions. Et pour imposer cette sparsité, on le fait très facilement en ajoutant une régularisation avec une norme longue qui va promoter, comme dans l'esparse sensing, l'esparsité. Et on essaye de dire, on se donne une base d'approximation très riche, on lui demande de passer par les points, et on lui demande, s'il te plaît, utilise aussi peu de termes que tu peux. Parce que comme ça, on pourrait se donner une base tellement grande que pratiquement ma solution serait à l'intérieur, et avec une seule fonction, on pourrait les déterminer. Conclusion, on peut travailler avec très peu de données et faire des choses relativement riches si on rentre dans un domaine où on fait de belles régularisations. Donc ça, c'est des technologies qu'on a construites et on les a couplées avec tout ce qu'on appelle une séparation des variables pour pouvoir adresser beaucoup de paramètres. Et la bonne nouvelle à la fin, si quelqu'un est intéressé avec les détails, il n'a rien qu'à me demander, on est capable de construire des régressions qui font des fortement non linéaires avec très peu de données et avec beaucoup de paramètres, à tel point que j'ai dit qu'il y a des technologies de régression régularisées qu'on peut faire des choses très richement et très non linéaires et vous consommez autant de données que de dimensions il y a dans votre système. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, des techniques un peu avancées de métamodélisation des surfaces de réponse qui se basent sur la séparation des variables et qui se basent sur la régularisation. Pour vous montrer que tout ça, à la fin du compte, on peut le mettre en place. Un petit vidéo, déjà, je vais essayer de le lancer, que c'est ce que vous allez voir à gauche, dans lequel on va essayer de manipuler un lapin virtuel en temps réel. On va utiliser la vraie physique, mécanique non linéaire, théorie du contact, parce que je voudrais les toucher. Et vous voyez, ce que vous voyez, ce n'est pas seulement des vidéos. On est en train de créer des régressions dans lesquelles on a, avec peu de données, entraîné pour savoir quelle serait la déformation d'un matériau fortement non linéaire quand je suis en train de les toucher. Et bien évidemment, l'objet doit se déformer pour éviter la pénétration, parce que ça, c'est la théorie du contact. Vous pouvez l'enrichir et faire un peu de la réalité hybride, simplement en l'augmentant avec d'autres informations, comme les déformations qu'il y a sur les matériaux. Et si vous voulez toucher dans d'autres endroits, vous touchez dans un autre endroit. Tout a été fait pour.
Donc, encore une fois, petite régression, pas de réseau de neurones ici. C'est impossible. Les réseaux de neurones, quand on avait essayé, ils avaient besoin de beaucoup plus de données. Et quand nous, on n'avait pas beaucoup plus de données, on s'est lancé, on va dire, dans une régression polynomiale, fortement non linéaire, multiparamétrique, mais quand même régularisée pour être riche tout en évitant l'overfitting. Pour voir que ça continue à aller dans d'autres circonstances, en Carrel aussi, qu'on avait dans une vieille collaboration avec l'IRCA de Strasbourg, dans lequel on va venir palper des fois. Ici, on est en train de les palper. Vous savez, la sensation de retour haptique, ça veut dire qu'on est capable, parce qu'on a fait, nous, notre régression non linéaire, de calculer à 500 Hz. Et troisième cas que je vous montre dans les vidéos, s'il veut bien démarrer, il y a toujours une petite latence, je ne vais pas trop m'accélérer. Bon, on ne l'a pas vu, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez imaginer que c'est plus de la même chose. Et puis, on pourrait se donner, parce que tout ça, on va dire, c'est la théorie de la régression et c'est relativement agnostique, vous l'appliquez à tous les physiques, à la thermique, à l'électromagnétisme, à la mécanique, mécanique des solides, mécanique des fluides. Je vous montrerai seulement un exemple pour ne pas consommer beaucoup plus de temps. À gauche, en haut, vous voyez les crashs, ça c'est la structure de Yaris, elle est publique, et vous allez voir comment la solution en dynamique, en endommagement et en fracture, vous pouvez la visualiser quand vous êtes en train d'échanger en temps réel 4 paramètres qui apparaissent à gauche, qui sont les épaisseurs des tôles qu'on utilise dans la structure. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement tout ça c'est agnostique. Vous avez besoin d'un solver, d'un modèle qui vient de la physique. On va le faire tourner pour quelques points. Pas besoin d'en avoir beaucoup, simplement parce qu'on peut faire du non linéaire avec peu de points. Si on se donne une barre d'approximation riche, on évite l'overfitting, on utilise la séparation des variables pour être capable d'avoir ou éviter l'explosion combinatoire. Et finalement, vous avez une surface de réponse riche et bon marché associée à n'importe quelle physique. Je vais passer tout ça simplement pour dire qu'actuellement, notre intérêt, c'est d'être capable, une fois qu'on a calculé ces solutions paramétriques qui sont extrêmement riches, et là on a une certaine maîtrise pour le faire, on voudrait optimiser, et dans l'optimisation quand même on est un peu perdu. On a calculé des solutions pour tout jeu de paramètres, mais maintenant pour trouver quel est le point optimal vis-à-vis d'une fonction Q, on tombe sur l'explosion combinatoire, et on a trouvé qu'un bon allié, ça serait d'utiliser la computation quantique dans laquelle, avec des technologies de décomposition tensorielle, que c'est ce qu'il y a dans la séparation des variables, on essaye, en profitant de tout ce qui est la superposition quantique, de venir très vite casser un peu les problèmes qui sont un peu complexes ou un peu hard pour essayer de trouver la solution dans un temps record. Donc, quelques applications sur lesquelles, effectivement, on y travaille. Une fois qu'on a vu ça, je dirais, on pourrait passer à la partie. Avec ça, je vous ai donné quelques idées pour dire que la physique, oui. Je dis qu'on le fait tout. Non, il n'a pas dit que j'ai fait tout. Mais on dit, oui, les physiques connues, sur lesquelles vous avez une maîtrise, sur lesquelles vous avez un modèle, sur lesquelles vous avez un logiciel, les résoudre en temps réel, de façon paramétrique, construire des surfaces de réponse, des métamodèles, pour les manipuler en temps réel, ça c'est possible. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne faut pas de gros ordinateurs et attendre des heures et des heures pour avoir un résultat. Aujourd'hui, on les manipule dans la milliseconde des problèmes que peut-être derrière, pour faire chacun des cas, on prenait 3 semaines dans les ordinateurs de Yancy. Mais une fois que Yancy a fait son travail avec les grandes résolutions du problème, la surface de réponse, ça va dans la milliseconde. Il faut simplement consommer peu, faire peu de résolutions offline et avoir des régressions qui sont robustes, qui sont précises, qui sont fortement non linéaires, basées sur peu de données. Et pour cela, comme je vous ai dit, mes ingrédients à moi, c'est séparation des variables et régularisation en essayant de chercher des solutions bon marché, c'est-à-dire quelque chose comme l'ElasticNet, le Reach, le lasso, tout ce que vous voulez pour promouvoir l'esparsité. Une fois qu'on a fait ça, on dit, OK, la physique, pourquoi pas, ça pourrait aller en temps réel. Pas qu'on nous a montré quelques exemples, et il peut y avoir d'autres.
Maintenant, la question, c'est quand je calcule très vite, mais comme la réalité fait une autre chose, on va dire, pas de l'autre côté, il n'est pas loin, mais comme on ne sait pas ce qu'on prédit, on fait quoi? Et ça, c'est le deuxième ingrédient de mon hybride twin. Quand les prédictions ne collent pas exactement avec la réalité, il y a envie d'enrichir la physique avec peu de données et du machine learning. Et ça, on arrive au machine learning un peu frugal, encore une fois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de données. Et il n'y en avait pas beaucoup de données. En ingénierie, les données sont relativement compliquées. Et je voudrais même construire les modèles on the fly, en ligne. Et donc, avec beaucoup de données, je ne m'en sortirai pas. Donc, mais quand même, faire bien et faire vite. Et donc, on arrive à la deuxième partie de ma présentation. C'est partie que j'ai appelée data-driven. De la donnée, je ne vais pas vous en parler. Vous connaissez très bien. S'il y a des questions, on parlerait. Mais nous, on travaille finalement avec plein de types de données, des listes que c'est des tableaux, des images, ont des représentations tensorielles, comme quand vous faites la SVD. Et là, ça peut venir d'un microtomographe ou ça peut venir de simulations 3D, éléments finis. Bon, on a effectivement la donnée en forme d'images de couleurs ou d'images d'un microscope ou d'un microtomographe. Il y a des graphes. Et oui, dans la physique, dans les réseaux, même une simulation élément fini, on peut considérer que c'est un graphe parce qu'il y a une connectivité. Apprendre à partir des graphes, c'est très bien. Et vous connaissez que les graphes neural networks, ils sont apparus quand on a voulu faire la convolution sur quelque chose qui n'était pas régulier. Donc les graphes, effectivement, c'est un grand protagoniste pour nous, les ingénieurs, on va dire, de n'importe quelle discipline. Les courbes. Oui, les courbes, effectivement, on y a. Et même si on dit c'est un cas particulier des images, c'est un peu particulier parce qu'on a perdu quelques dimensions. Et après, les time series, les séries temporelles, vous allez dire, ça c'est comme les courbes. Oui, mais quand même, il y a une causalité. Et comme il y a une causalité, à droite, on va prendre un intégrateur, tandis que dans les courbes, on va prendre un modèle. Donc, toute une typologie de données qu'on est obligé à travailler. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un grand spectre, un catalogue de technologies, les catalogues de technologies, c'est parce qu'il faut bien s'adapter à chacun des types de données. La donnée, c'est la donnée a une dimension intrinsèque et on a tout l'intérêt, avant de faire du machine learning, enlever toutes les corrélations. Si quelque chose est corrélé, enlevez-les, et quand on l'enlève, on va être avec des dimensions non corrélées sur lesquelles il faut faire vraiment la modélisation. On connaît bien que quand on est dans la PCA, comme dans la partie supérieure, un petit changement de repère, on va dans les vecteurs propres de la matrice de covariance, on va voir effectivement les directions principales dans lesquelles on perd des dimensions, toutes les dimensions qui ne jouent pas. Oui, mais ça fonctionne seulement quand le système est linéaire, le manifold est linéaire. Si ce n'est pas linéaire, écoute, il y a, on va dire, des technologies de réduction de dimensionnalité, manifold learning en non linéaire. La TSN, la LLE, la KPCA, il y a toute une variété que finalement se résume à dire ces données dans un espace de grande dimension, parce que quand je ne savais pas, il a pris plein de futurs, plein de coordonnées, plein de dimensions. Est-ce qu'ils sont sur une variété unidimensionnelle, comme dans ce cas, bidimensionnelle, trois-dimensionnelle? Est-ce que j'ai rempli tout l'espace que je me suis donné ou je suis dans une variété dans l'espace? Il y a des technologies pour faire ça, et merci beaucoup, parce qu'il y avait 10 000 paramètres d'entrée, et maintenant il y en a seulement 3. Et faire un modèle sur 3, c'est beaucoup plus confortable que faire un modèle sur 10 000, parce qu'il y avait 9 977 qui étaient combinaisons linéaires ou non linéaires des autres, c'était des corrélations linéaires ou non linéaires. Quand on ne sait pas faire ça, parce que comme c'est fortement non linéaire, vous savez bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'auto-encodeur, qui apprend à partir d'un espace riche à revenir au même espace, mais quand même au milieu, il va fermer la taille de l'espace intermédiaire qui s'appelle espace latent, et cette taille me donne une idée de la dimensionnalité intrinsèque de ma physique, de mes données, et c'est à ce niveau-là qu'on aime bien, au milieu, construire les modèles. Donc les modèles, on les construit au milieu, et les codages et décodages, elles servent pour passer de l'espace de laboratoire à l'espace de la physique. Dans l'espace de laboratoire, je mesure ce que je peux. Quand j'arrive dans l'espace de la physique, c'est comme partir en mécanique des fluides. Vous partez de densité, vitesse et viscosité, et dans l'espace au milieu, vous aurez le nombre de Reynolds.
Et c'est là où on construit le modèle. Et après, si vous voulez, on peut revenir à l'espace de départ, que c'est l'espace du laboratoire dans lequel on se retrouve, parce que c'est associé à des règles qui sont bien définies. Et pour faire ça, c'est un cas des réseaux de neurones qui fonctionnent très bien, que vous l'entraînez pour être capable de diminuer la dimension. Quand on va dans des séries temporelles ou dans des images qui sont relativement compliquées, on a besoin de comparer des choses qui ne seront jamais exactement les mêmes. Si vous savez votre électrocardiogramme, et de tout ça, vous savez beaucoup plus que moi, je peux avoir un jour et le lendemain à la même heure des électrocardiogrammes qui vont rassembler, mais qui seront décalés. Et tous les problèmes de décalage des séries temporelles, c'est un gros problème. Comme si vous voulez comparer des micrographies d'un mousse, et que vous prenez des images, la mousse est similaire, mais par contre, il n'y a jamais les cellules qui se trouvent au même endroit. Donc, il faut comparer des images avec des métriques qui ne sont pas la métrique euclidienne, parce que vous êtes en train de comparer deux choses, et moi, je vais aller directement dans les résultats, mais je suis prêt à discuter avec vous. Nous, on était partis pour faire l'analyse avec des techniques standards, enrichies par quelque chose qui s'appelle la TDA, la topologie des données, que finalement, si je l'illustre, ça va simplement, au lieu de voir la séquence dans laquelle la topologie apparaît, il se base uniquement dans la topologie. Je dirais qu'ici, je représente avec les carrés rouges, verts et bleus, qui sont des min-max consécutifs et qui nous permet de parler des diagrammes de persistance. Les min, c'est la naissance, les max, c'est la mort d'un événement topologique, et que quand on continue, si on fait encore un changement, on va arriver à diagramme de temps de vie, une sans manipulation et une rotation de la diagonale. Et avec ça, à la fin, on arrive à quelque chose qui s'appelle l'image de persistance. Une image, on est dans un espace vectoriel. Je vais pouvoir comparer des topologies avec les propriétés d'invariance que la topologie me donne. Et donc, aujourd'hui, on est très parti pour toutes les choses qui sont bizarres, qui sont pleines de topologies comme les séries temporelles ou les microstructures, pour les analyser effectivement avec des techniques standards enrichies en prenant en compte, ou parfois uniquement en fonction de la topologie des données. Donc, pour illustrer ça, la même chose pour les images, ça je l'avais montré. Un jour, j'ai prouvé que mon saucisson, si je les coupe à des endroits, ils sont la même image de persistance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tant que la topologie est la même si le gras des deux morceaux n'est pas au même endroit, l'image, il sera le même. Et c'est pour ça que cette image de persistance, je l'appelle l'empreinte digitale, ou je la prends les QR codes, ou les passeports associés à ces microstructures un peu compliquées. On peut faire des Navier-Stokes. Si on fait des Navier-Stokes, vous pouvez voir que si je calcule la topologie associée à la turbulence, en fonction du nombre de Reynolds, il y a une image de persistance qui est en train d'évoluer. Et finalement, l'image de persistance, c'est une signature de nombre de Reynolds associé à votre domaine et qui vous permet de classifier, de comparer toutes les choses qu'on aime bien faire quand on est en train de manipuler les données. On peut étudier des séries temporelles, ça c'était pour la conduite autonome, où il y avait ce type qui avait une sorte de laser dans la tête, et en fonction de s'il est énervé, s'il a les mains sous les volants, si la chaise est mou ou pas mou, la tête, il va bouger de façon différente. Et ce qu'on voulait voir, c'est que quand il était fatigué, il y avait un mouvement particulier, parce qu'effectivement, dans les voitures modernes, il y a quelqu'un qui va dire « Écoute, arrête-toi, prendre un café ». Et donc, pour faire ça, beaucoup de séries temporelles, ça c'est un cas qu'on avait fait pour un grand constructeur, et on avait obtenu toutes les séries temporelles, on a essayé de les classifier, il y a passé quelques années où il n'y avait rien de standard qui marchait, et un jour, je reviens en arrière, un jour on s'est posé la question, est-ce que si on applique la TDA, on obtient les images et on les classifie, est-ce que ça marche? Et les résultats, comme vous voyez, la matrice de confusion, c'est que c'est extraordinaire et on a eu des fiabilités ou des efficacités de 97, choses qui étaient absolument impensables dans d'autres conditions. Donc, toute une bonne nouvelle dans le sens que, je ne dis pas que c'est que lui, mais lui, avec d'autres choses, effectivement, promet beaucoup parce que c'est une technique très robuste et la topologie, je dirais, c'est un des outils que je suis sûr que c'est dans nos têtes et quand nous, on compare d'un point de vue topologique. Quand vous faites la prédiction des défauts, ça c'est aussi un système mécanique, je ne peux pas dire parce que c'est confidentiel, mais dans lequel j'obtiens des séries temporelles.
Et quelqu'un m'avait dit, ça c'est un exemple de quand il y a un défaut de type A, de type B, de type C, de type D, et ça c'est quand tout va bien. Écoute, merde, quand tout va bien même, je ne sais pas comment comparer. Les statistiques traditionnelles ne me permettaient pas de savoir que ça et ça, tout va bien. Il a appliqué la TDA, et quand on applique la TDA, grande surprise, quand c'est nominal, tout va bien, et chaque type de défaillance, il a sa propre signature, qui est représentative et qui est reproductible, et qui nous a permis, effectivement, de créer une sorte de catalogue de panne qui se base dans la TDA appliquée sur les séries temporelles, chose qu'aujourd'hui on utilise dans plein d'applications. Active Learning, je ne vais pas m'en passer parce que c'est trop tard, mais je vous dirais, voilà, aujourd'hui on a un grand choix et en fonction des types de données, on prend nos techniques d'apprentissage. Je vais vous montrer un exemple un peu plus tard, des CNN, si vous savez d'images, des GNN, si vous savez quand même une image mais qui n'est pas régulière, des RNN ou des LSTM, si vous savez des séries temporelles, et tout ce qui nous intéresse jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand on informe les réseaux de neurones avec les choses qu'on connaît de la physique. Et ça me plaît particulièrement, et c'est sur ça que je vais vous montrer des petites images. Bon, ça, on peut passer. Et ça, c'est quelque chose qui est très familier pour Frédéric Barbaresco, qui est dans la salle. C'est quand on essaye de mettre de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est pas sorcier. C'est quand même incroyable. C'est la conservation de l'énergie et c'est la production d'entropie. Et donc, aujourd'hui, un réseau de neurones, on lui dit, écoute, tu pourrais créer un modèle, mais attention, ne t'emmerde pas, je vais te dire que tu dois conserver l'énergie. Donc, de tous les modèles possibles qui ne conservent pas l'énergie, ce n'est pas la peine de regarder. Il y avait une petite blague qu'on disait quand j'étais petite dans mon village en Espagne. Il y a un vélo qui avait été volé et la police arrive et la blague disait que la première question qu'ils ont mis aux témoins, c'était « Est-ce que c'est un Chinois ?» Et le type dit « Non, non, ce n'était pas un Chinois. Pourquoi vous posez cette question ?» Il dit « Parce que comme ça, il y a des milliards de candidats de moins. » Et donc, effectivement, ça c'est l'information quand vous apprenez. Si toutes les choses que vous savez, vous l'utilisez, l'espace où vous cherchez, elle est de plus en plus petite, avec la même quantité de données, vous ferez beaucoup mieux. Et donc, aujourd'hui, on peut apprendre un réseau de neurones avec toutes les conditions, que c'est une composante hamiltonienne qui se conserve, un peu le crochet de poisson, vous savez la quantité qui va se dissiper, une matrice semi-définie positive pour produire l'entropie, avec des potentiels qu'il faut apprendre. Donc finalement, on apprend l'opérateur hamiltonien, l'opérateur de dissipation, et les deux potentiels associés, l'énergie libre et l'entropie. Et quand vous faites ça, la petite surprise, si les vidéos vont se mettre à fonctionner, et je l'espère bien, on va prendre de la mécanique des fluides à partir de la donnée, mais pas des données. Et donc, on va utiliser toute la connaissance, c'est-à-dire ces formules thermodynamiques dans lesquelles je ne cherche que quatre choses, la dissipation, la conservation, l'énergie libre et l'entropie. Et maintenant, je commence à faire beaucoup de fluides très complexes, fortement non linéaires et même à histoire. Et une fois qu'il y a toutes ces données, parce que ça c'est des simulations SPH, mais ça pourrait être la réalité, on va prendre les modèles dans les cas thermodynamiques qui va bien, et la bonne nouvelle après, c'est qu'on va mettre un fluide qui n'existe pas au gobelet au milieu, et ce que vous voyez, c'est un fluide qui n'existe pas, mais qui fait exactement ce qu'il devrait faire. Donc on a pris comment un fluide bouge à l'intérieur d'un verre, on est en train de mettre les fluides à l'intérieur simplement pour vous montrer qu'on va très très vite, et on a pris à partir de plein de choses, si vous changez une glycérine, c'est la même chose, mais il ira beaucoup plus lentement. Et aujourd'hui, pour faire des systèmes un peu complexes, système de systèmes, on est dans les métriplectiques, que c'est ce formalisme. On a fait un port hamiltonien parce qu'on a envie de faire beaucoup de composants. Et vous allez voir aujourd'hui à quelle vitesse on réagit avec des structures qui sont non linéaires. Et maintenant, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez toucher. Vous pouvez déformer. Tout ça, c'est virtuel, bien entendu. Vous le voyez avec vos lunettes, mais vous pouvez toucher la poutre dans la direction que vous voulez. Et tout ça, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit quelques petites simulations et mettre tout ça dans un apprentissage dans les bons cadres. Dans ces cadres, c'est le thermodynamique. Et je pense qu'une des personnes qui connaît mieux ça en France, c'est Frédéric Barbaresco qui est dans la salle aujourd'hui. Donc voilà ce type de choses, je dirais, c'est super. Et est-ce qu'on peut l'employer? Et ça sera la fin de ma présentation. Je vais aller, bon, on va dans des choses simplement pour vous montrer quelque chose un peu plus spectaculaire. Est-ce que tout ça, on peut les mettre ensemble? Donc, j'ai décidé de vous mettre ça ensemble dans le cadre d'un projet dans lequel les CNRS partent à Singapour. Je vais vous dire des mots, je vais vous montrer en vidéo une autre petite application et en 5 minutes, on a fini. Et on a choisi les Smart City parce qu'on a dit que les révolutions précédentes, c'était des révolutions industrielles.
Probablement, la nouvelle révolution, ce sera la révolution des villes et des territoires, simplement pour mettre l'homme là où il doit être et mettre tout ça dans un cadre respectueux, je dirais, respectueux de tout, et l'énergie incluse. Donc, plein de systèmes, en particulier, je voulais vous parler de ce projet qui s'appelle Descartes, dans lequel vous voyez, dans les titres, il y a tout. Il dit Intelligent Modeling. Ça, c'est tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Écoute, on va utiliser tous ces concepts et on va essayer d'enrichir tous ces concepts avec la bonne donnée au bon endroit, au bon moment. Et ça s'appelle un paradigme hybride. Ce que vous voyez ici, Intelligent Modeling, ça veut dire, écoute, ni pas toute la physique, ni pas toute la donnée. Tous les deux, la première, il n'arrive pas, et la deuxième, je dirais, c'est con pour les applications à nous. Donc, on va se mettre au milieu. Et ça, je vous ai parlé aujourd'hui, tous les briques sont prêtes. Decision making. Ah oui, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions. Pour ça, il faut aller vite. Système critique. Oh, système critique. Ça veut dire qu'il faut faire bien, parce que si c'est critique, je ne peux pas me tromper. Donc, on va faire une modélisation qui va vite et qui fait bien. C'est-à-dire tout ce que je vous avais promis quand j'ai commencé à parler aujourd'hui. Et je suis respectueux dans le sens très peu de données. J'assimile tout ce qu'on connaît et j'utilise la donnée. Je suis très ouvert pour enrichir les modèles. Et même les modèles, la donnée peut être très content parce que les modèles aident beaucoup la donnée. Si vous voulez connaître la température à Nancy, ce n'est pas la peine de mettre 3 millions de capteurs dans la ville. Écoute, mettez un à l'extérieur d'ici du palais des congrès et vous avez une bonne idée. Et pas la peine de collecter la température tous les millisecondes. Non, collectez maintenant, cet après-midi, la nuit, et demain matin, et avant la levée du soleil. Donc, 4 données en thermomètre, ça suffit. Ce n'est pas la peine de big dans l'ingénierie, ça c'est horrible. Ce n'est pas big, c'est smart et useful. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient. Quelques données du projet sont là. Et je voudrais vous parler rapidement des applications qui nous concernent. On voudrait remote sensing. Je vais vous dire pourquoi on fait du remote sensing. Je ne crois pas qu'un jour on mettra 1 million de capteurs dans un pont pour savoir tout ce qui arrive dans les ponts. Si un jour on met 1 million de capteurs dans un pont, le problème, ce n'est pas les ponts, le problème, c'est les capteurs. Donc, non, ça ne me plaît pas. Je dirais la bonne donnée, là où il faut et quand il faut. Et aujourd'hui, il y a une façon simple de faire ça. Vous envoyez un drone, le drone va scanner la surface, vous avez fait plein d'apprentissage derrière, et dans la tablette, vous savez s'il y a de la corrosion, où vous faites des conditions de résistance, et en bas, la même chose pour les problèmes, on va dire, civils, dans lesquels vous venez, civil, l'autre était plutôt industriel, vous allez scanner, plein de types de scans. Il y a des thermographies, il y a des tomographies, il y a simplement des caméras, il y a des lasers pour les vibrations, il y a plein de choses. Et avec ça, vous êtes capable, en temps réel, de détecter ce qu'il y a. Donc simplement, vous allez envoyer quelqu'un qui va bénéficier parce qu'il peut arriver là où vous ne pouvez pas arriver. Il est en train de regarder avec l'intelligence artificielle de l'apprentissage, vous savez qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est rigolote parce que finalement, oui, un petit drone avec une petite caméra. Mais je dirais, pas la peine de mettre 3 millions dans tous les centimètres carrés de votre infrastructure et pas besoin non plus d'envoyer quelqu'un qui va tarder 3 semaines à arriver au point où il faut faire la mesure. Et voilà, et ça on l'applique dans plein d'applications. Et pour voir peut-être s'il y a les petites vidéos à côté, vous voyez un peu l'image à gauche, droite, il y a sur la partie setting, il y a le drone que vous voyez aussi là, qui est en train de voler pour prendre l'image. Et une fois qu'il a pris l'image que vous voyez, immédiatement, on est capable de représenter tous les champs de contraintes, tout ce qui vient de la physique, et ça, on l'a calculé au préalable, donc c'est en temps réel. Et si vous mettez des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle immersive, vous êtes en train de voir ce qui se passe dans la structure, même si vous êtes dans votre bureau et le drone est en train de simplement collecter la bonne donnée, très écolo, très bon marché, et donc, je dirais, très efficace. Donc, je passe ça et je vais dans la dernière. Et la dernière, ça va comporter qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mobilité quand je suis en train de déployer des drones dans une ville. Et bien entendu, c'est Singapour, mais on va l'appliquer tout au début et dans quelque chose que je vais vous raconter qui s'appelle la défense à Paris.
Et donc peut-être, bien entendu, on a des murs de vent dans lesquels on va par la donnée faire des modèles pour les drones qu'on va essayer. On fait parfois un peu d'apprentissage pour calculer les drags parce que la résistance, ça dépend beaucoup de la forme. Et une fois qu'on a appris les modèles dynamiques qui régulent la dynamique des vols d'un drone, j'ai dit on peut construire une histoire parce que maintenant je peux optimiser pour aller de A à B dans le chemin et les plus bons marchés. Et pour ça, on a fait un peu de réseau de neurones, mais sur des choses thermodynamiques. Ce n'est pas la peine encore une fois d'apprendre. Je connais un grand contexte. Quand il y a une fonction Q qui dépend de V, de la vitesse, de l'accélération et de la position, parce que les conditions environnantes, ils vont changer dans la position, je peux faire un peu comme faisait Hamilton avec l'action. On définit l'action, que c'est la fonction à minimiser. Et la minimisation de l'action, vous la connaissez bien, c'était le Lagrangien en mécanique, c'est les équations d'Euler-Lagrange, et on va résoudre ces équations d'Euler-Lagrange avec un réseau de neurones parce que la fonction Q n'est pas analytique. Et quand on fait tout ça, on le met dans une bonne architecture et on a quelque chose qu'en temps réel est capable de nous optimiser la trajectoire. Et je dirais pour tout système hamiltonien, ça n'a rien à voir avec les drones, ça c'est agnostique. Et donc, pour vous montrer un peu comment tout ça s'est mis en place, je vous présente un petit vidéo qu'on a réalisé avec plein de partenaires, et en particulier, je dirais, tous ceux qui sont là, avec les CNRS, bien évidemment, et avec une contribution significative et importante de ces groupes de l'ENAC et de Thales. Et je vais vous montrer le petit vidéo, que c'est toute l'histoire que je vous ai racontée depuis une heure, et comment est-ce que tous ces briques, on va les mettre ensemble pour construire une belle histoire. Et la belle histoire, c'est pas seulement belle, c'est vrai. Donc, effectivement, après, il va falloir valider, vérifier, c'est vérifier, mais il va falloir valider. Mais l'histoire est là, et l'histoire, c'est, écoute, un peu de physique, un peu de données, un peu de deux, et l'un, l'autre, et ça dépend de qu'est-ce qu'on traite et où on les traite. Et donc, les vidéos démarrent, s'il veut bien. On les fait dans les quartiers de la Défense parce que, première, c'est Paris. Deuxième, on dit que les premiers vols d'un taxi entre Charles de Gaulle et Paris, ça sera pour l'inauguration des Jeux Olympiques à la Défense. Et donc, ce qu'on a fait, c'est considérer des modèles de tous les bâtiments qui vont se mettre en jaune, dans lesquels vous voyez qu'on a les modèles géométriques, on inclut bien entendu les grands arcs, on a introduit les zéniths, et on dit qu'on a besoin de données, mais de données, il n'y en a pas des millions de capteurs. Mais je connais les équations de Navier-Stokes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un maillage computationnel, ce que vous voyez un peu en bleu, et maintenant on va faire un plan d'expérience. Dans chaque calcul, prendre des journées entières, donc on va faire un plan d'expérience, les vents comme ça, avec différentes intensités, maintenant 45 degrés, maintenant des bas vers l'eau. On a fait tout ça, et si je peux m'arrêter, je ne sais pas si ça va marcher, peut-être oui. Ce qu'on vient de faire, c'est avec toutes ces données qu'on a créées, on va entraîner, on va faire de l'apprentissage. Quel type d'apprentissage? Quand on a beaucoup de données, on peut faire un réseau de neurones, informé, parce qu'on connaît que tout ça vérifie a priori les équations de Navier-Stokes. Quand on n'a pas ça, pour faire un modèle, on peut faire une régression, on va dire, polynomiale non linéaire régularisée, comme celle que je vous introduis au début. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, il y a construit une surface de réponse dans laquelle je peux changer l'intensité, la magnitude du vent et l'angle avec lequel le vent il arrive dans les quartiers. Et donc, si on fait ça, maintenant vous allez le voir, je suis en train de changer l'intensité et en temps réel, vous savez la vitesse dans n'importe quelle rue du quartier et vous pouvez changer l'orientation. Et pour n'importe quelle orientation, en temps réel, vous pouvez avoir également l'intensité. Le problème pour un drone, ce n'est pas seulement le vent. Dans la partie d'arrière des bâtiments, il y a beaucoup de tourbillons. Mais derrière, par rapport à quoi? Derrière, par rapport à l'orientation du vent. Et donc, il a fallu être capable, comme vous voyez ici, d'identifier encore une fois avec de la CFD quels sont les rayons où il y a beaucoup de fluctuations. Ces rayons où il y a beaucoup de fluctuations, on peut, vous les voyez ici aussi, on peut les isoler. Et ça, on va définir quelque chose, en enveloppe à tous ces sons en bleu, qu'on appelle les non-flying zones, c'est tout ce qui est en orange, et c'est là où il ne faut pas rentrer en fonction de vitesse. Donc maintenant, encore une fois, on va changer l'intensité, on va changer l'orientation, et en temps réel, on va voir où se trouvent, ce sont des turbulences qu'il va falloir identifier pour jamais voler à l'intérieur. Et quand on fait ça, encore, on va dire, une intelligence artificielle informée par la physique, vous savez que quand ça c'est jaune ou rouge, il faut surtout jamais aller, parce que là où c'est rouge ou c'est jaune, la turbulence est énorme. Bon, une fois qu'on a ça, on commence à voir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
Ce qu'il nous reste à faire, c'est reconstruire l'histoire. Donc il y a les vidéos. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup de capteurs. Il y a autant de capteurs que de drones sont en train de voler. On va dire qu'il y a une dizaine de drones qui en ce moment sont en train de voler à la défense. Et donc, vous voyez, ils sont en train de bouger dans le temps. Et donc, ils sont en train de voler, chacun dans sa trajectoire. Et il y a une bonne nouvelle. Si je connais la vitesse avec laquelle les pales tournent, et ça c'est facile de savoir, et je connais la vitesse et la direction du drone, et ça c'est facile, c'est un GPS, bonne nouvelle. Par une méthode inverse, on peut savoir quelle est la vitesse du vent autour du drone, que je vous illustre juste ici. Si vous me donnez ça et ça, je vous donne la vitesse du vent. Et si je vous donne la vitesse du vent dans la position de tous les drones, et ça c'est encore plus joli, en temps réel, à la position de chaque drone, je connais les champs de vitesse. Pas beaucoup de vitesse, plus de vitesse. Et avec ces points-là, je suis capable de reconstruire, comme vous allez voir apparaître, les vents de partout. Donc en temps réel, avec simplement les mouvements des drones, je n'ai même pas besoin de mettre un capteur. Avec le contrôle du drone, je connais la vitesse dans la position des drones, et avec la vitesse dans les 10 positions des drones, je peux identifier, reconstruire la vitesse de partout. Et une fois que la vitesse de partout a été reconstruite, je suis calculé la vitesse elle-même, isoler les zones dans lesquelles il ne faut pas voler, définir la trajectoire, et mon drone est en train de voler entre cette zone de non-fly, et si les vents changent, je suis capable en temps réel de réactualiser la position, la trajectoire et la vitesse du drone. Donc je pense que c'est le temps de m'arrêter ici. Il me restait quelques slides, mais c'était insignifiant. Et je préfère m'arrêter ici au cas où et vous aurez quelques questions à poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant et qui contenait plein de références à des modèles et des questions que beaucoup pratiquent ici. Donc c'était superbe. Merci. Des questions dans la salle? Allez, quelqu'un se lance pour la première question? Sinon, j'y vais. Moi, j'ai été beaucoup intéressé par ces aspects d'information par la physique des réseaux de neurones. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de comment, parce que je pense que beaucoup se posent ce genre de questions, de comment vous choisissez de donner, par quelle méthode technique vous donnez cette information au réseau de neurones? Oui, absolument. Et peut-être je l'illustre avec une petite image qui répond exactement à la question posée, que j'avais sauté malheureusement. Mais ça se trouve dans cette slide. Je vais seulement vous parler de ce qui se trouve en bas à gauche. Vous cherchez la solution d'une équation dérivée partielle, compliquée. Vous ne voulez pas le faire avec les logiciels standards d'éléments finis, de volume fini, toutes les choses que vous connaissez. Donc vous vous dites, ce que je voudrais calculer, regardez bien, ce n'est pas sorcier, c'est la U, votre quantité d'intérêt, dans tout point X de votre domaine. Donc la seule chose que vous cherchez, c'est la U dans chaque X. Les X, vous les connaissez, c'est toutes les positions qu'il y a dans votre domaine. La U dans chaque X, vous la cherchez. Mais vous n'avez pas de données pour entraîner ces beaux réseaux de neurones. Un réseau de neurones, c'est une régression, une fonction non linéaire qui va relier X avec U. Mais vous n'avez pas de données, mais vous avez une connaissance. Cette U vérifie une équation dérivée partielle. L, c'est un opérateur différentiel, Maxwell. U, c'est le champ électrique. F, c'est le loading qu'on est en train d'appliquer, les termes indépendants. Et donc, ce que vous dites, c'est je voudrais à tout X calculer une U que je ne connais pas, mais qui doit vérifier mon équation dérivée partielle. Et il y a côté à côté, évidemment, des conditions limites, si vous connaissez. Et ça s'appelle la loss. Si vous minimisez la loss, et les réseaux de neurones sont optimales, ils savent minimiser une fonction Q, ils sont en train de minimiser ces fonctions Q, ils sont en train de faire vérifier l'équation dérivée partielle. Conclusion, il est en train de résoudre Maxwell. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a changé? On a fait un réseau de neurones pour représenter votre solution, une fonction très compliquée, très non linéaire.
on va laisser ça au réseau de neurones, mais aujourd'hui, le réseau de neurones, c'est les dérivés, ça s'appelle différenciation automatique, et quand c'est les dérivés, la dérivée avec tous les opérateurs différentiels pour vérifier l'équation que vous savez, Navier-Stokes ou qu'élasticité au Maxwell, quand vous lui demandez mis tous les poids dans tous les neurones, pourquoi faire? Pour minimiser les coûts. Et les coûts, c'est quoi? Mon équation dérivée partielle. À ce moment-là, je suis en train de résoudre une équation avec une régression qui représente la fonction très non linéaire, pas besoin de volume fini, pas besoin d'éléments finis, c'est le réseau de neurones. Et on va imposer à ces réseaux de neurones nous donner une solution qui vérifie une équation. Ça, c'est pour les équations. Vous allez me dire, oui, mais parfois, les équations, on ne les connaît pas. Je dirais, faites un peu comme Frédéric. Vous n'allez pas demander ça. Soyez moins gourmande. Je ne connais pas l'équation, mais je connais un peu. Je connais qu'il doit vérifier la conservation et la production d'entropie, la dissipation. Et donc, ce que je lui dis au modèle, je ne lui donne pas l'équation. Je dis, découvre dans l'équation la conservation, la dissipation, l'énergie libre et l'entropie. Et quand il a découvert, tu es en train de minimiser les résidus des systèmes dynamiques qui nous dit comment évolue un système dynamique. Et quand il minimise, il calcule tout. Donc finalement, le réseau de neurones, je dirais, dans tous ces cas-là, ce n'est pas qu'une façon de décrire une fonction très complexe, très non linéaire, au lieu d'utiliser un maillage comme un élément fini ou comme un volume fini, à la place d'utiliser des maillages et de décrire la fonction comme des petites fonctions d'effort qui se répètent tout au long du domaine, vous utilisez quelque chose très simple à construire qui s'appelle un réseau de neurones. Finalement, le réseau de neurones, ici, c'est seulement l'approximation. Après, on va lui demander tout ce qu'on sait, comme on demandait déjà à l'époque, de vérifier les équations, la formulation faible ou la formulation forte, quand on était en train de résoudre des CDP. Merci. Une autre question? Bon, alors je prends la deuxième question aussi. Donc là, je vois bien comment plein d'exposés qui ont été donnés dans la conférence ou qui vont l'être tentent de faire avancer l'état de l'art par rapport à ce que vous montrez. Est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur la façon dont le transfert depuis la recherche vers l'industrie ou vers l'application se fait? Quelles sont les bonnes conditions ou quelle est votre expérience sur cette... Je pense aujourd'hui, si nous, les ingénieurs, je vais diviser ma réponse, mais ça c'est mon avis, après on peut être d'accord ou pas. L'intelligence artificielle, ça a démarré très tôt, et ça a démarré malgré nous. Nous, on voyait les gens qui s'excitaient avec l'IA, mais nous, les ingénieurs, les scientifiques, on regardait et on dit, mais pourquoi ces gens-là font ça? Nous, on a des bons modèles, on est parti à la Lune, on est revenu, on n'avait pas d'intelligence artificielle ni de données. Donc nous, on était fiers et bien établis, on va dire, dans notre modèle. Tandis que les gens qui faisaient des marketing, de la psychologie, des marketing, etc., ils n'avaient pas de modèle, et donc ils se sont lancés immédiatement à assimiler tout ce qui était l'IA et l'apprentissage. Un jour, et nous, on était bien. Un jour, le problème, c'est que quelqu'un est venu et nous a dit, écoutez, vous les gars, les voitures deviennent autonomes. Il va falloir faire des modèles pour prendre des décisions dans la milliseconde. Il faut capter la bonne donnée pour prendre la bonne décision. Et ils sont venus aux ingénieurs, ils nous ont dit, on aurait besoin de la bonne solution dans la milliseconde. Et là, c'est quand nous, on a dit, oh, nous faire des bonnes solutions, on sait. Les faire dans la milliseconde, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est ce jour-là, à mon avis, au moins en ce qui me concerne, quand quelqu'un est venu me dire on a besoin de la bonne solution dans la milliseconde, que je me suis dit, je vais utiliser tout ce que je sais, je vais utiliser toute la physique, mais surtout pour être capable d'apprendre, d'entraîner un métamodèle, dit d'apprentissage, qui va être capable, lui, sans rien mettre de côté. Il va utiliser toute l'intelligence que je lui ai donnée. Mais par contre, il va me donner des solutions, on va dire, dans la milliseconde. Donc pour moi, ça c'est venu. Ça évolue très très vite, simplement parce que l'industrie a inventé quelque chose qui s'appelle le jumeau digital. Et le jumeau digital, c'est quelque chose, un émulateur, un avatar qui accompagne à chaque produit pendant toute sa vie. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire bien, et il faut faire à la même vitesse qu'il fonctionne. Et donc, on est obligé, et ce n'est pas un choix, je dirais, c'est nécessaire aujourd'hui d'être capable de donner la bonne décision au bon moment
Et ça, au UI, s'intègre d'une façon irréversible et très très vite. Et vous avez beaucoup d'industriels dans la salle. Hier, il y avait dans la table ronde, au UI, ils sont dans la salle. Vous avez beaucoup d'industriels qui intègrent des solutions avancées comme celles qui sont dans cette slide, dans les jour à jour. Vous avez des gens d'EDF, de RTE, d'Airbus, de Thales. Tous ces gens-là, ils ne sont pas attendus. Au UI, ils sont en train d'utiliser toutes ces techniques. Donc ça évolue très très vite, et cette fois, très très vite. Merci. Une question? Oui, bonjour. Une question très simple. Vous avez mentionné un moment que les smart cities, c'était respectueux et désirable. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Non, il faut tout contextualiser. Aujourd'hui, quand je dis qu'une smart city peut être quelque chose qui peut être avantageux, avec les gens qui y travaillent, qui sont des humanistes, des écologistes et des gens qui bien l'être humain dans la cité, c'est contrôler par exemple la quantité de voitures qui rentrent dans un quartier. C'est contrôler la quantité de voitures en fonction de la température, en fonction du niveau de pollution. Anticiper le niveau de pollution pour être capable de prendre les bonnes décisions, comme ça peut être arrêter un certain type de transport et même arrêter à un moment donné, s'il y a des pics d'énergie, être capable de contrôler quelles sont les activités que je peux déconnecter. Je dis simplement, une ville dans laquelle la donnée est utilisée dans le bon sens, ça peut être quelque chose que, quand j'habite à Paris, je vois comment fonctionne aujourd'hui, je me dis, peut-être ça pourrait servir à quelque chose pour les citoyens. Et je pense beaucoup dans les citoyens. Ce n'étaient pas des solutions techniques que j'ai données. Dans ce projet de carte que j'ai cité, il y a quand même toutes les sciences sociales et humaines du CNRS. Et là, je vous assure, il y a des gens qui parlent du respect de la donnée, du respect des citoyens, de la sécurité des données, quand vous sortez dans votre étage, vous sortez de la douche, vous êtes à poil et il y a un drone qui vous regarde, moi, je ne serais pas confortable avec ça. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a plein de questions qui sont des questions humaines, des questions d'acceptabilité, des questions... ce n'est pas seulement des questions techniques, je dirais à la limite, pour beaucoup de choses que j'ai montrées, d'un point de vue technique, tout a été plus ou moins résolu. Il nous reste un exercice, et que probablement n'est pas le mien, que c'est comment mettre ça d'une façon véritable au service des citoyens. C'est la seule chose que j'ai dit. Il n'y a pas tous les éléments, mais les gens qui travaillent avec moi, des philosophes, des gens des sciences humaines et sociales, je dirais c'est eux qui doivent nous définir qu'est-ce que c'est une ville pour un citoyen. C'est dans ce sens que je le disais. Ma question elle est sur justement le TI2N, la SPNN. J'ai du mal à saisir comment les propriétés fondamentales de physique, on arrive à les injecter dans un espace latent qui lui est défini finalement de façon implicite et pas très interprétable. Ouais. Écoute, là, c'est une très bonne question. Je reviens à mon espace latent et je dis mon espace latent, ce qu'il y a au milieu. C'est une façon condensée, sans aucune interprétation physique, parce que c'est, on va dire, un mélange non linéaire de tout l'entrée. Il se trouve là, et c'est lui qui est capable, entre guillemets, c'est une sorte de réduction modèle. Il y a une bijection ou un mapping qui nous amène un espace dans un autre. Ce qu'on dit, c'est cette bijection, on peut l'introduire à niveau des systèmes de conservation, des systèmes de dissipation, et ce qu'on dit, c'est on veut un modèle réduit, parce que quand on est dans l'état latent, on est dans un espace réduit, ça serait comme on travaillait avec les coefficients d'une décomposition PCA, et c'est dans cet espace latent où je lui dis, toi, espace latent, je vais t'apprendre quelle est la composante de comportement et la forme associée à l'énergie libre, la partie dissipative et la partie... Mais là, je n'impose pas a priori une EDP. La EDP, je l'impose quand je suis dans le bon espace. Dans cet espace, la seule chose que je peux faire, c'est construire un modèle qui respecte les principes fondamentaux, ou même, si je dis, il y a ça, un schéma comme ça, un auto-encodeur, peut-être on peut le voir mieux quand j'ai parlé de l'auto-encodeur, et comme ça, je le dis ici, il arrive. Imaginez que vous savez les entrées d'un modèle, que vous êtes capable d'amener dans un espace latent, que vous n'interprétez pas. Mais les entrées, je peux les réduire et je sais qu'il y a un décodage pour aller dans l'espace. Vous faites ça pour l'entrée et vous le faites aussi pour les sorties. Vous aurez des auto-encodeurs, celle d'entrée et celle de sortie. Et vous avez l'espace latent pour les entrées et l'espace latent des sorties, qui sont très petites, normalement. Une fois que vous savez ça, ce que j'ai fait, c'est par exemple un réseau de neurones denses dans lequel je vais passer
de l'espace latent d'entrée à l'espace latent de sortie, et à celle-ci, je peux lui demander d'être stable, d'être convexe, je peux lui demander toutes les propriétés que je voudrais récupérer quand je vais partir à l'espace, entre guillemets, du laboratoire. C'est-à-dire, je vais dans l'espace latent, je modélise, mais je modélise à partir des premiers principes ou à partir des propriétés. Si je vais imposer une EDP, surtout je l'impose dans le premier espace, parce que quand j'arrive ici, je ne sais pas quelle est l'équation que je dois imposer. Je pense que j'ai répondu à moitié à la question. Oui, merci. J'avais une petite question plutôt sur l'exploitation des modèles. Donc on crée des modèles et après on va baser des décisions sur ces modèles-là. Et quelles sont les stratégies ou en pratique ou qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire en sorte d'avoir une idée sur la performance du modèle dans cette zone où je vais aller le regarder, parce que si effectivement j'ai fait des points dans une zone très particulière de l'espace, bah, comment il va extrapoler? Est-ce qu'on a des métriques, des choses comme ça pour pouvoir... Oui, la question est très bien. Et je dirais, pour commencer à répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, je ne me trompe pas si je dis qu'on n'a pas une réponse à la question que tu poses. On a des modèles basés sur la donnée, l'extrapoler, c'est toujours un danger. Ça, c'est la première question. Et pour l'instant, il va le rester. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'un modèle, on peut le vérifier. Finalement, la validation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mais, je dirais, c'était la même chose pour les modèles qui viennent de la physique, sauf qu'on a eu de beaucoup d'années où les choses se sont améliorées, les choses se sont, entre guillemets, validées par elles-mêmes. Dans l'intelligence artificielle, il faut déjà construire des modèles qu'on sait expliquer. On sait expliquer. Et vous savez qu'il y a une grande branche un peu dans tout ce qui est le computer science, que c'est faire des modèles, construire des modèles qu'on peut expliquer. Si on ne peut pas l'expliquer, on aura mal à certifier. Donc il faut l'expliquer. Il faut avoir de la confiance et il faut être capable de savoir quels sont les endroits où il peut lui faire confiance et quels sont les endroits où il n'a pas à échantillonner suffisamment et il y a de grands risques à porter. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a une partie de la communauté, et certains dans la salle doivent être là, qui sont. Nous, oui, on dit dans les transitoires, et ça, c'est la partie qui m'intéresse beaucoup moins. J'ai été confronté à cette question parce qu'on travaille pour l'aéronautique, pour le naval, pour l'automobile, et là, il n'y aura pas un modèle qui est basé sur la donnée s'il n'est pas certifié. Ça, c'est une réalité, ça dépend du type d'application, mais il y a toujours une partie qui doit être certifiée. Et pour certifier, c'est difficile de dire, écoute, j'ai fait un modèle, j'ai pris beaucoup de données, je vous les garantis. Parce que quand on va nous demander comment, on va être quand même avec un peu de difficulté à le faire. Nous, on est parti aujourd'hui de façon transitoire. Et je ne dis pas que je vais maintenir cette première équation que j'ai mise ici pour toute ma vie. Mais je dis aujourd'hui, je viens avec la première équation que j'ai dit, la réalité, c'est un modèle que je comprends, que j'explique, que je peux certifier, parce que c'est comme ça qu'on fait l'ingénierie. Et la partie intelligence artificielle, apprentissage, c'est un surplus. Donc, je certifie avec la première partie. J'explique avec la première partie. Et j'enrichis avec la deuxième partie. Et donc, quand j'essaie de dire à quelqu'un que je peux me tromper pas beaucoup, je lui dis quand même il y a un modèle qui est robuste avec lequel on aurait conçu aujourd'hui et on aurait fait l'ingénierie aujourd'hui, que c'est ce qui est la première composante de mon modèle. Et je viens de vous ajouter un surplus, que c'est la partie associée à l'ignorance, qui vient enrichir. C'est un surplus, c'est un bonus, mais ce n'est pas lui. Et même s'il y a mal à l'expliquer, et même si ce gars, il a mal à extrapoler, ou il est mal connu dans certains endroits, je dis quand même, il y a le modèle de base qui est là pour prendre le poids. Donc aujourd'hui, solution transitoire, un paradigme hybride, il est capable de ne pas tout faire, mais au moins être capable de dire ces questions qui sont des questions de recherche et sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas encore une méthodologie universellement acceptée ou certifiée, et ça va venir, bien évidemment, je dirais, voilà un petit peu la solution transitoire qu'on propose. Merci. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une veut poser ce qui sera la dernière question? Ça, c'est Frédéric qui va finir. C'est une question que j'avais déjà posée. Tout ce qui est physique des changements de phase, par exemple, donc qui correspondent à des ruptures intermoléculaires pour les gaz ou les liquides,
en mécanique, tout ce qui est physique des ruptures, comment tu vois réussir à modéliser ce type de physique? Moi, je dirais, oui, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces choses-là, il y a une thermodynamique qui est très bien définie. Donc, a priori, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Après, il y a l'autre question, que c'est la discontinuité, la singularité qu'il faut adresser. Moi, je dirais, ça, ce n'est pas vraiment un problème de l'apprentissage. Quand on fait, nous, des réseaux de neurones, on est en train de faire une régression. On est en train de dire, voilà ce qui se passe que quand il y a, imaginez un cas, il y a mon téléphone, et que pour un certain épaisseur, quand je tire, la fracture apparaît ici, et pour une autre épaisseur, quand je tire, la fracture apparaît au milieu. Vous savez, la solution est bien simple. Si maintenant vous prenez la moyenne de l'épaisseur, il devrait apparaître à la moitié. Donc je dirais, le problème n'est pas sorcier. Il faut faire une régression. Ne faites pas une interpolation entre guillemets eulérienne, il faut faire du transport optimal. Et quand vous faites du transport optimal, un peu la théorie de Monch et même de Cédric Villani, quand vous faites le transport optimal, c'est une façon d'interpoler des champs d'une inversion en peu plus lagrangienne qui est capable de créer un surrogé qui prend en compte les mouvements de singularité, les discontinuités, les ruptures, les fissures et toutes les choses qu'on peut imaginer. La seule chose qu'il faut faire, c'est un bon cadre thermodynamique et une belle technique d'approximation qui soit capable de prendre en compte là où se trouvent les champs singuliers et les champs discontinus et qui soit capable de les propager avec les paramètres là où il faut. Mais je dirais, a priori, pour moi, ça, c'est pas les vrais défis. Les vrais défis, c'est plutôt comment est-ce qu'on va prendre dans un camp thermodynamique, si est-ce que toutes les choses qu'il nous faut pour apprendre un problème où il y a des changements de phase et beaucoup de multiphysique, il est bien défini pour commencer à travailler. Donc pour moi, même à la limite, la difficulté n'est pas dans la partie réseau de neurones. La problématique, c'est dans la formulation que nous devons faire avant de commencer à essayer à apprendre. Apprendre, c'est toujours possible. Mais on apprend quelque chose. Il nous faut un template. Il faut définir quelle variable, pour quoi faire. Et ça, c'est la partie à nous. Ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire pour nous. Il faut poser le problème, ça c'est à nous. Et une fois que le problème sera posé, l'apprentissage, il a besoin seulement d'une petite expérience. Une petite expérience, ça veut dire quelques calculs, quelques expériences expérimentales, et avec ça, on va apprendre ce que nous voulons apprendre. Mais quand même, il faut lui donner le cadre. L'intelligence artificielle ne va pas aujourd'hui définir que pour Navier-Stokes, une variable importante, c'est la vitesse. Il s'en fiche. Il pourrait faire un modèle, les statistiques, dans lequel la variable est la x, et on casse immédiatement l'invariance de Galilée. Ah, là, il ne faut pas y aller. C'est nous, les ingénieurs, qu'il faut quand même apprendre dans des cadres qui peuvent garantir tous les principes d'objectivité, tous les principes de consistance thermodynamique. Et ça, c'est la différence entre l'intelligence artificielle faite par les scientifiques et la statistique des données. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est à nous de créer les cadres. Et une fois que les cadres étaient bien formulés, créés, les bonnes variables choisies, le reste, c'est apprendre. Mais apprendre, c'est une fonction. C'est un polynôme. Discontinu ou continu, on s'en fiche. Là, il y a des façons de faire. Donc, pour moi, le problème n'est pas dans la partie apprentissage. Pour moi, le problème est dans la partie formulation. Et ça, c'est à nous. Et l'intelligence artificielle, oui, c'est artificiel, c'est pas intelligent, il ne le fera pas. C'est une très belle conclusion qui va nous permettre de nous arrêter là. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.